Bonjour à tous, donc moi je me présente, je m'appelle Audrey Abeau, j'ai soutenu ma thèse le 19 novembre 2010 et je suis ici pour vous faire un bref exposé, surtout contextuel finalement des travaux et en quoi ça s'intègre avec l'ADEME. Donc il s'intitule Caractérisation des fibres longues de chanvre, donc effectivement pour Cannabis sativa, en vue de leur utilisation dans des matériaux composites. Avant de rentrer dans le vif du sujet, effectivement parce qu'il s'agit de Cannabis sativa, donc effectivement il faut savoir que c'est une des plantes déjà les plus anciennement domestiquées par l'homme et pour l'usage textile. On a retrouvé des traces sur des céramiques chinoises avec l'utilisation des fibres longues de chanvre, donc à usage textile. Donc à cette époque-là, le Cannabis sativa, dès le début de sa découverte, était psychotrope, ça reste la même plante. Au XVIIe siècle, elle a connu son apogée en France notamment, en Poitou-Charentes en l'occurrence, par la fabrication des cordages et des voiles de bateaux qui partaient au grand large. Ensuite, s'est suivi une succession de sentences, notamment en 1784, donc par la maîtrise de Paris des eaux et forêts, qui a mis une sentence contre l'utilisation du rouissage, qui est une des étapes en fait préalables à la préparation des fibres de chanvre et qui vise en fait à laisser pourrir les tiges de chanvre dans l'eau. Et donc du coup, c'était les prémices, on va dire, du principe de précaution. Ils ne savaient pas si c'était dangereux ou pas, mais du fait que ça relarguait et que ça rendait l'eau opaque, ils se sont inquiétés, ils ont préféré interdire. Ensuite, il y a eu l'avènement du coton, évidemment, qui a provoqué une chute de jusqu'à 70% des terres cultivées, la concurrence des fibres synthétiques et des fibres végétales exotiques ont enfin complètement enterré le déclin du chanvre. Donc il faut savoir que certains auteurs déclarent même qu'il s'agirait vraiment d'une puissance de lobbying qui pourrait être mise en cause à l'heure actuelle. Donc clairement des fibres synthétiques, donc l'industrie du pont de Nemours et des industries papetières, qui sont de très grosses industries, qui ont lancé ce qu'on appelle le Marijuana Tax Act, qui est finalement, c'est pas une interdiction de la culture du cannabis, mais les taxes sont tellement fortes qu'il était plus possible pour les producteurs de produire du cannabis, donc qui à l'époque est encore psychotrope, accusés notamment de la paresse des travailleurs. Enfin, dans les années 60, l'INRA, donc en France, l'Institut national de la recherche agronomique, et la Fédération nationale des producteurs de chanvre ont développé des variétés à faible taux de THC pour enfin contrer cette interdiction psychotrope et pouvoir effectivement utiliser le chanvre uniquement à usage industriel. Donc de nos jours, on a une vingtaine de variétés non psychotropes qui sont disponibles auprès de la FNPC. Il faut savoir qu'actuellement, la France est le premier producteur de chanvre en Europe avec 9130 hectares, ce qui reste très marginal. Pour vous donner un ordre d'idée, on estime qu'on n'a pas de maïs OGM en France, on estime quand même qu'il y a 20 000 hectares. En comparaison, le blé, c'est 3 millions d'hectares. Enfin, autant vous dire que ça reste quand même exclusivement marginal. Toujours est-il qu'elle suscite beaucoup d'intérêt, mais pour l'instant, il y a très peu de débouchés à haute valeur ajoutée. Donc ma thèse, en fait, était incluse dans un programme régional, donc financé par la région Poitou-Charentes, qui s'appelait Compo-Chanvre. Et l'objectif de ce programme, c'était d'étudier la faisabilité du remplacement des fibres synthétiques utilisées dans les matériaux composites par des fibres d'origine végétale. Alors les matériaux composites, ils sont actuellement utilisés dans l'industrie du transport. Les derniers Airbus en sont munis à 35%. Et actuellement, un matériau composite, c'est du plastique renforcé par des fibres synthétiques de verre ou de carbone. La limite, c'est que ce sont des fibres synthétiques et qu'elles ne sont pas recyclables. L'idée, c'est que vers un premier pas pour l'affranchissement de la pétrochimie, c'est de remplacer ces fibres synthétiques par des fibres d'origine végétale, et en l'occurrence, dans notre cas, des fibres longues de chanvre. Et l'idée, effectivement, est de booster la culture du chanvre par des produits à haute valeur ajoutée. La démarche ici est une démarche dite intégrée, donc ça réunit différents laboratoires et différents personnages, donc de la culture du chanvre jusqu'à la fabrication des matériaux composites. Donc les démarches intégrées sont de plus en plus développées, notamment aussi dans le cadre des biocarburants, etc. L'idée, encore une fois, est de réaliser des filières et d'être capable de réaliser potentiellement des analyses de cycle de vie des produits. Donc moi je me place donc en bleu foncé à la caractérisation des fibres. Donc en termes de compétences, je suis plutôt biologiste végétal, biochimiste. Ensuite, on a eu, c'est pour ça que j'ai indiqué une grosse flèche rouge, une grosse contrainte dans le cadre de ces travaux, à savoir que la filière textile n'existe plus. Donc il a été difficile de lier d'une part la production des fibres, d'autre part l'utilisation des fibres elles-mêmes dans le matériau composite. On a eu vraiment du mal à se fournir, on en a trouvé, et heureusement, grâce à la biochimie et à quelques indices, on a réussi à être sûr que ce soit du chanvre. Tout ça, c'est très complexe, en gros. Comme il n'y a plus de filière, ça n'existe plus, ça semble peut-être un petit peu de la débrouillardise, mais on a quand même réussi à sortir des tendances. Il y avait une autre thèse qui a été réalisée en partenariat au laboratoire de mécanique et de physique des matériaux, à l'ANSMA, donc au niveau de Chasseneuil, au Futuroscope, pour ceux qui connaissent la Poitou-Charentes, qui, elle, a été financée uniquement par la région Poitou-Charentes et qui a soutenu aussi en décembre 2010 ces travaux. Voilà pour un aperçu du projet qui a d'ailleurs été valorisé dans le cadre d'un congrès en région Poitou-Charentes. Donc pourquoi le chanvre? L'intérêt, c'est que c'est une culture
Elle bénéficie d'un cycle court, 4 mois, bon ça à peu près tout le monde le sait. Elle peut croître jusqu'à 4 mètres de hauteur, ce qui indique des potentiels de rendement élevés. Et on sait qu'actuellement, ce qu'on cherche à faire, c'est des plantes à fort biomasse potentielle, comme on dit. Donc ici, on estime les maximums de rendement entre 8 et 14 tonnes hectares. Donc ça, encore une fois, c'est des estimations quand tout va bien pour la plante, sachant qu'en Poitou-Charentes, c'est plutôt de l'ordre de 5 tonnes hectares. Donc en plus, le chanvre, c'est comme le cochon. Dans la plante, tout peut être valorisé, à savoir qu'on peut valoriser les graines. Donc pour l'huile de chanvre, ça reste marginal. Globalement, c'est surtout pour le chènevis. Le chènevis, ça sert des appâts pour les poissons ou pour les oiseaux. Et ensuite, la tige elle-même peut être valorisée. Et donc en fonction de ces différentes parties. Donc l'intérêt d'une plante qui rend une forte biomasse, c'est notamment le développement des nouvelles filières de valorisation des agro-ressources. Donc ici, nous, dans ce cadre-là, on est dans biomatériaux alloués au transport, mais évidemment, il y a aussi l'éco-construction ou les bioéthanols, etc. Donc l'intérêt du chanvre, moi je vais m'axer principalement sur la tige. Ici, vous avez une coupe transversale de tige de chanvre, donc à savoir si vous avez la tige comme ça, on la coupe comme ça et on la regarde du dessus. Et donc, vous avez qu'une section de la tige, donc de l'épiderme de l'extérieur vers l'intérieur. Il faut imaginer que la partie jaune, qui correspond donc au bois, représente 50 à 55% de la tige. Donc ici, moi, je me suis centrée sur les fibres longues que vous voyez plutôt à l'extérieur. Donc, vous avez des fibres dites primaires, celles qui sont plus en périphérie, et les fibres secondaires. Donc déjà, on a 2 types de fibres, ce qui complique déjà en plus la tâche. Donc, sachant que moi, mon challenge, c'était de caractériser les fibres de chanvre en vue d'une utilisation industrielle. Donc, il faut que ce soit du matériel homogène. Eux, les fibres synthétiques, ils les engendrent dans une machine, c'est toujours réglo, c'est toujours nickel. Nous, déjà, à la base, on a 2 types de fibres dans la plante, ce qui complique déjà l'affaire. Actuellement, donc, comme je vous le citais, le premier dévolu du chanvre, c'est pour les cohabitats. À savoir qu'on cultive les plantes, qu'on a d'ailleurs du mal à cultiver, c'est assez difficile à cultiver, à récolter. Ensuite, on les concasse en vraiment petits morceaux et on distingue 3 coproduits qu'on distingue en chêne-vote. Chêne-vote, c'est le terme chanvricole pour le bois du chanvre, donc ça correspond à la partie jaune. En chêne-vote fibré, donc ce sera la partie jaune avec un petit peu de fibre, et en filasse. Donc ces produits sont utilisés pour les cohabitats. Alors notamment, il y a la chêne-vote qui est inclus dans de la chaux, donne lieu à du béton de chanvre, qui est le seul produit qui a eu lieu à une certification du Centre scientifique et technique du bâtiment, juillet 2007. Donc vous pouvez en acheter chez Point P Matériaux si vous voulez isoler vos maisons. Et du fait de la structure micro-alvéolaire du bois constituant la chêne-vote, ça offre de très bonnes caractéristiques d'isolation acoustique et thermique. Donc toujours est-il que notre problème dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune production actuelle en France qui permet d'obtenir des fibres longues de qualité pour les utiliser dans un cadre textile. En effet, pour produire les fibres longues, il est nécessaire de passer par une étape dite de rouissage, comme je vous l'ai cité précédemment. Et comme c'est interdit en France, à l'échelle du laboratoire, on a réalisé des prototypes, tout simplement des bacs qu'on vidangeait chaque jour ouvré. On laissait les tiges dans l'eau et on attendait finalement la digestion dans l'eau, il va y avoir toute une flore, en fait, plein de petits microbes, etc., qui vont aller digérer l'épiderme, tous les tissus mous, et qui vont permettre de libérer plus facilement les fibres du bois. Donc vous avez l'image en bas avec différentes dates de rouissage, donc à 10, 30 jours et 45 jours. On remarque qu'à 30 jours, elles sont bien propres, bien blanches. À 10 jours, il y a quelques traces encore de marron, c'est des traces d'épiderme. Et à 45 jours, enfin, elles ont noirci, à savoir qu'il y a clairement le champignon qui est sur la fibre. Donc les intérêts des fibres végétales sont multiples. Il y a plusieurs fibres végétales. Ici, moi, je m'intéresse principalement aux fibres dites périfloémiennes. Donc, le phloème, c'est un des vaisseaux conducteurs, xylème phloème, en gros, ce sont des fibres qui, ici, sont dans les tiges, contrairement au coton, où elles sont dans les fleurs, par exemple. Donc, en comparaison, parce que c'est 2 plantes qu'on cultive énormément en Europe, j'ai mis le lin, parce qu'effectivement, le lin, le chanvre, ce sont deux plantes effectivement cultivées, donc majoritairement en Occident, et qui sont toutes les deux des fibres essentiellement cellulosiques. Donc, vous voyez, elles ont des taux de cellulose allant de 75 à 90%. Il faut savoir qu'en chimie, dans beaucoup d'industries, le gros problème du végétal, c'est la lignine. L'avantage que représentent ces fibres, c'est qu'elles sont très peu lignifiées, de l'ordre de 2 à 4%. Donc, elles ont des propriétés ensuite mécaniques. Je ne suis pas mécanicienne, mais bon, ça a été montré par l'autre équipe. Donc, proches des fibres synthétiques, et ceux, par contre, de verre, non pas de carbone. Je pense qu'on ne trouvera pas de fibres végétales qui pourront atteindre les capacités mécaniques des fibres de carbone. Alors, vous remarquez rapidement, sans lire tout le tableau, que les données sont très disperses.
Et en fait, on se rend compte, et je pense que tous ceux qui vont faire la bibliographie sur leur sujet thèse, etc., que globalement, c'est souvent le cas, notamment dans les caractérisations des agro-ressources, tout simplement parce qu'il n'y a pas de méthode officielle de caractérisation qui réellement voilà, est lancée ou développée, sur laquelle on doit suivre ou appliquer pour pouvoir avoir une forme de cahier des charges ou être capable de effectivement constamment caractériser, quelle que soit la fibre, avec les mêmes méthodes, les objets, les agro-ressources en tant que tels. Donc ça a été le gros du travail de ma thèse, à savoir de tenter de caractériser des fibres de chanvre sur deux grands axes, donc la caractérisation morphologique, pour mieux comprendre la répartition des fibres et caractériser l'objet fibre en lui-même, et d'autre part la caractérisation biochimique. Donc biochimie, l'étude, comme on dit, l'étude de la composition des parois des fibres. Ça va être un bref rappel trivial, mais les fibres sont donc un puits de carbone comme n'importe quelle plante, tout simplement parce que les fibres, enfin les plantes, sont constituées majoritairement de sucre. On appelle ça les fibres, les glucides. Enfin voilà, ce sont des polymères complexes comme la cellulose, les hémicelluloses ou les pectines. Et en fait, qui tiennent compte, c'est un stockage de CO2 naturel, à savoir qu'elles captent le CO2 atmosphérique par le biais de la photosynthèse, qu'elles métabolisent et elles vont se construire elles-mêmes là-dessus. Et donc, c'est que des sucres, quoi. Voilà. Donc, il y a je vais principalement insister sur la mise en place des méthodes, en fait, parce que, comme je vous le soulignais, c'est l'intérêt dans le sens où, actuellement, il y a très peu de méthodes sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, l'idée, c'était d'essayer de contribuer à la caractérisation générale des fibres, avec ici, effectivement, moi, je suis restée sur l'exemple des fibres de chanvre. Donc, en termes d'outils, bon, je vous les ai listés, mais en gros, c'est avec une loupe jusqu'au plus petit, du plus grand au plus petit du côté de l'image, associé à des méthodes d'analyse d'image, parce que de nos jours, c'est plus que de l'observation, c'est aussi des maths derrière, afin que ce soit plus robuste. Et d'autre part, la caractérisation biochimique avec des techniques classiques, dites du fractionnement de la biomasse. C'est des attaques acides, en fait, qui nous permettent de dégommer successivement les composés des parois pour avoir un pourcentage de composition. Et là, c'est plus intéressant, c'est tout ce qui va être technique infrarouge. Les techniques infrarouges sont largement utilisées dans les industries pharmaceutiques, notamment, et sont très peu utilisées actuellement encore dans l'industrie du bio-végétal, alors qu'elles sont très pratiques parce qu'elles sont à haut débit et que ça permet de caractériser une matière première, sachant que ça peut être le chanvre ou bien d'autres matériaux, notamment pour la fabrication de bioéthanol. Donc ici, pour le premier point, en fait, c'est un point étonnant durant ma thèse, ou un coup de chance, je ne sais pas. En fait, j'ai utilisé un colorant qui s'appelle l'acridine orange, qui est utilisé en biologie animale au départ pour distinguer les états ADN des états ARN. Alors pour rappel, l'ARN est simple brun, l'ADN est double brun. Et en fonction des longueurs d'onde d'excitation et d'émission, on est capable de distinguer les états ADN ou ARN. Et quand on l'applique sur les plantes, c'est du mort, les parois végétales sont mortes, il n'y a pas d'ADN ni d'ARN, on se rend compte qu'on allume différentiellement les types cellulaires. Et quand on se réfère à la littérature, je ne sais pas si c'est le pointeur là. Vous voyez ici, par exemple, là vous avez une section en fait de fibres végétales. Vous avez l'intérieur qui est estimé comme fortement cellulosique, comme on voit ici dans la tranche de biais, qui s'allume en vert, et l'extérieur, donc qui correspond majoritairement à la lignine, comme on voit ici, qui est au sein de la lamelle moyenne, qui s'allume en rouge. Et rouge plus vert, ça fait jaune, comme on le voit ici autour des fibres ou comme on le voit dans le cadre du bois. Ça a été une chance d'avoir cette coloration-là, parce que c'est des acquisitions en cours focal, donc ce sont des fausses couleurs attribuées par informatique. Bon, grosso modo, il est possible finalement de jouer avec les masques, de débobiner l'image, d'avoir la partie rouge et la partie verte, et de comme ça pouvoir extraire les objets, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'analyse d'image, de manière très simple. D'autre part, donc on a utilisé les techniques dites infrarouges, donc pareil, je vais rester assez simple, donc vous avez le spectre de l'énergie, donc ici, et nous on se place ici, juste dans la zone infrarouge. Alors l'infrarouge a cette particularité, donc on appelle cette zone la zone dite de transition vibrationnelle. Simplement, en fait, il est possible d'exciter les parois végétales avec un infrarouge, et elles vont vibrer, elles vont réagir entre elles, et elles vont vibrer différentiellement en fonction de leurs voisins. Ça donne donc une impression de composition générale. C'est des méthodes comparatives qui peuvent être aussi quantitatives. Et les parois végétales, en l'occurrence, absorbent précisément de 800 à 1800 cm-1. Ça donne un peu un spectre typique, ça donne un peu un spectre comme ça. Bon, jusque-là, ça ne nous sert pas à grand-chose, parce que, comme je vous ai dit, l'idée, c'est de comparer. Là, je vous montre qu'un exemple de résultat de ma thèse. C'est donc justement le suivi du rouissage, donc sur les fibres rouille. Donc ici, entre les deux barres horizontales noires ici, à l'intérieur, les différences sont non significatives. Ce qu'il faut comprendre sur ce graphique, c'est qu'on a comparé le rouissage de 10, 30 et 45 jours contre les fibres non rouillées. Donc notre témoin, c'est les fibres normales de champ.
Et on remarque, par exemple, si on regarde que sur les composés cellulosiques, qu'à 10 jours, il n'y a pas de différence significative contre les fibres non-rouillées, donc en gros, c'est non suffisant, alors qu'à 10 jours, à 10 jours et à 30 jours, on a une forte masse, on a la cellulose qui s'enrichit relativement dans les fibres, alors qu'à 45 jours, on remonte. Là, c'est certainement plutôt la présence de champignons qu'on a vu précédemment. Donc j'ai insisté sur l'aspect cellulosique parce que dans le cadre de mon étude, l'idée c'était de caractériser les fibres jusqu'à leur étape textile. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des connaisseurs des matériaux composites. Évidemment, les matrices, un des gros problèmes de l'interface, des matériaux composites, c'est que l'interface fibre-matrice reste à optimiser, sachant que les matrices sont hydrophobes. Bon, ça c'est du b.a.-ba de lycée, hein. Alors que les fibres sont effectivement hydrophiles. Donc après, c'est tout un travail d'enzymage à d'autres personnes, effectivement, à optimiser de façon à pouvoir vraiment finaliser le projet. Comme je vous ai dit, ça reste vraiment des études de faisabilité et que les méthodes, elles restent à uniformiser globalement pour la caractérisation des agro-ressources parce qu'il n'est pas évident de savoir si on fait fausse route ou bonne route, du fait qu'il y ait très peu de références et que quand il y a quelques méthodes mises en place, notamment comme les infrarouges, ça débouche très facilement sur des dépôts de brevets qui ne sont donc pas accessibles pour les doctorants. Je vous remercie de votre attention.